Bonjour à tous. Voilà, bonjour Loïc. Alors, peut-être qu'on va faire un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va te laisser la parole, Loïc, pour présenter en quelques mots cet événement qui a eu lieu il y a quelques mois avec ce chiffre incroyable de 50 000, plus de 50 000 participants qui étaient, j'imagine, pas du tout prévus. Allons-y, j'y vais. Donc bonjour à tous, merci d'être présents. Juste un préambule, le document qui vous a présenté sera disponible lui aussi sur le compte SlideShare du FOD. Donc juste un petit mot sur qui je suis, de quel point de vue je vais vous parler. Donc je dirige des projets numériques depuis à peu près 30 ans, dont depuis 6 ans au service direct de la pédagogie. Donc des projets du type Serious Game, production de vidéos, Web TV, réseaux sociaux et ce projet de MOOC que je vais vous présenter. Donc l'exposé va être en 3 parties. En premier, je vais revenir sur finalement pourquoi un MOOC à l'AFPA, la genèse du projet, pourquoi la cuisine. Ensuite, le cœur de mon exposé se portera plus sur effectivement comment le projet s'est déroulé, les difficultés rencontrées, mais aussi les succès et les facteurs clés de succès, nos sources d'inspiration. Et enfin, en conclusion, je reviendrai sur les résultats et je vous parlerai de la suite. Il va y avoir une suite? Bah oui, plusieurs suites. Oui, parce qu'effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Ah oui, c'est la petite flèche qui est en bas. Alors, tout d'abord, pourquoi finalement un projet MOOC à l'AFPA? En quoi un tel projet peut être calé sur une stratégie globale d'un grand organisme de formation? Eh bien, il y a 4 raisons qui sont affichées devant vous là. Donc, la première, c'est avant tout d'abord un objectif d'image, c'est-à-dire créer un événement médiatique qui va permettre de montrer la capacité de l'AFPA, d'un organisme comme l'AFPA, à innover avec le numérique, le multimodal, en partant d'un existant, d'un patrimoine de ressources audiovisuelles, entre autres, mais pas que, qui a été conçu dans un certain contexte et qu'on a réadapté dans ce nouveau contexte des MOOC. Donc, le thème de la cuisine, pourquoi? Pour diverses raisons. D'abord, c'est un métier en tension, donc 200 000 emplois en France, 20 000 emplois en recrutement. L'AFPA forme chaque année 600 cuisiniers, mais effectivement, d'autres forment à ces métiers-là. C'est un secteur sur lequel l'AFPA a historiquement beaucoup investi en termes de ressources. On a plus de 1000 ressources sur ce sujet-là, dont 600 vidéos, donc ça, qui reprend plus de 50 heures de contenu. Donc ça, c'est le côté, on va dire, économique, et le côté plus culturel ou sociétal, effectivement, le thème de la cuisine qui est repris par pas mal d'émissions de télé et qui représente un sujet finalement auquel beaucoup s'intéressent, au-delà de son aspect historique. Troisième point, finalement, pourquoi un MOOC plutôt qu'un COOC ou un SPOC ou autre chose? Eh bien, faire un MOOC à l'AFPA, c'est finalement conforter les missions d'utilité sociale, c'est-à-dire par exemple mettre une partie des ressources ou de notre pédagogie au service du plus grand nombre, puisqu'à partir du moment où on a conçu des parcours, des ressources, et une pédagogie qui est utilisée par des professionnels et pour des professionnels, pourquoi ne pas en faire bénéficier le plus grand nombre? Voilà. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on met tout non plus sur la place publique, mais ça veut dire qu'en fait on étend notre périmètre et on rend un service qui va intéresser finalement tout type de public. 4e point, une autre motivation à faire un projet de ce type-là à l'AFPA, c'est en fait une occasion, une opportunité de renforcer un certain nombre de partenariats. Un partenariat historique avec Pôle emploi qui s'est développé et enrichi via le projet de MOOC sur l'Emploi Store, j'y reviendrai. Et puis c'est aussi une opportunité de créer des nouveaux liens avec des startups qui travaillent dans ce domaine-là, comme MOOC Agency ou MyMOOC, j'y reviendrai aussi. Juste voilà. Une question par rapport à ça, le MOOC était sur la plateforme Sun ou pas? Non, c'est vrai que j'y reviendrai peut-être pas trop par la suite, je peux répondre tout de suite. Je reparlerai effectivement de comment on a choisi nos prestataires, quelle plateforme, qu'est-ce qu'on s'est posé comme question, mais pour répondre tout de suite, on est sur une plateforme OpenEDX, donc open source, qui est finalement brandée à la marque AFPA en mode, sur une plateforme que pour nous. Mais en fait, on crée des ponts en fait, avec la plateforme par exemple, de MOOC de Pôle emploi et avec d'autres annuaires, j'y reviendrai en fait. Et notamment pour creuser ou développer un peu plus le pourquoi du comment,
ce qui avait été évoqué dans une précédente conférence. Alors, pardon, on a passé 3 slides d'un coup là. Ça paraît vite. Ensuite, deuxième point, quel lien avec la marque pédagogique ASPA? Donc la marque pédagogique ASPA, telle qu'elle existe depuis un certain temps, enfin un certain nombre d'années, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais elle est basée sur plusieurs piliers, dont ces trois affichés à l'écran. Premièrement, en fait, elle part du geste professionnel, puisqu'on apprend en situation de travail par des mises en situation sur nos plateaux techniques ou en entreprise, ou dans des mises en situation reconstituées quand il y a des investissements un peu trop lourds ou qu'il y a une dangerosité qui mène à utiliser des outils numériques pour reconstituer sans risque une situation professionnelle. Elle part donc des compétences professionnelles et pas forcément que des connaissances. Et puis donc dans cette logique, elle s'appuie assez fortement, enfin historiquement, sur l'utilisation de l'image, qu'elle soit fixe ou animée, notamment la vidéo, j'y reviendrai. Deuxième pilier, apprendre en autonomie dans un collectif accompagné par un formateur professionnel. Voilà, comme dit Philippe Carré, on apprend toujours seul mais jamais sans les autres. À l'ASPA, c'est très vrai, c'est-à-dire qu'on apprend, chacun apprend en fonction de son histoire, ses connaissances, ses compétences initiales, puisque chacun arrive avec un vécu. Et il apprend dans un parcours, on va dire, personnalisé, mais aussi au sein d'un collectif. Et donc il y a une très forte interaction au sein du groupe, un apprentissage avec les pairs, donc les autres apprenants, mais aussi le formateur ou le groupe de formateurs. On prend en compte l'expérience de chacun. Et donc le lien avec les MOOC, il est évident, puisque finalement, quelque part, les réseaux sociaux numériques, en fait, qu'on peut trouver au sein des MOOC, prolongent cette communauté d'apprentissage quelque part dans le virtuel et accélèrent, intensifient ou démultiplient les possibilités d'interaction entre pairs. Parce qu'ils vont se passer pas seulement effectivement quand on est tous ensemble, mais quelque part aussi à distance, n'importe où, à n'importe quelle heure de l'apprentissage. Troisième pilier, on apprend, donc apprendre au plus près des conditions de travail, j'ai un petit peu évoqué rapidement au départ. On est dans des situations de travail reconstituées ou des vraies situations d'entreprise quand on est en période d'entreprise. Donc on est dans une démarche plus d'alternance. Donc c'est une pédagogie active où d'abord on fait et ensuite on apporte des compléments de la théorie et on conscientise, on va dire, les apprentissages. Donc toujours pareil dans cette logique-là, en fait, les MOOC qui partent de gestes montrés en vidéo, ensuite qui proposent de la pratique, puis qui amènent dans un troisième temps de la théorie, puis une auto-évaluation pour voir les progrès qu'on a fait. Voilà, c'est la façon dont on voit une formation revue à l'ère des MOOC. Je peux faire juste un petit commentaire sur l'effet réseau qui est incroyable. Le MOOC est arrêté c'est terminé depuis combien de temps? 2 mois? Ah oui, c'est vrai, là, j'ai pas du tout parlé des dates, elles sont affichées dans le PowerPoint. Il a duré donc à peu près 10 semaines. En fait, il a duré du 1er février au 3 avril. Donc la communauté continue d'exister et continue d'être active. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour tous ceux qui sont inscrits sur le compte Facebook, tous les jours pratiquement, il y a des nouvelles recettes qui sont publiées sur le compte. Donc le phénomène réseau social continue. Oui, je vous en parlerai après, donc du coup aussi. Voilà, donc du coup on avance. Donc un zoom en 3 points sur ce que je viens de dire. Donc montrer le geste professionnel en vidéo, souvent j'aime bien dire que comme le CNAM, on utilise l'audiovisuel depuis 40 ans pour former les adultes, puisqu'en fait dans les années 70, 80, 90, l'AFPA en fait a filmé un certain nombre de gestes métiers pour éviter au départ aux formateurs de remontrer 10, 20, 50, 100 fois, 1000 fois le même geste à ses stagiaires. Ils montrent une fois le geste professionnel et ensuite les stagiaires peuvent le revisionner seuls autant de fois qu'ils le veulent en VHS puis en DVD. Puis à partir des années 2000, en fait sur une web TV qui s'est mise en place, qui existe toujours. Et puis aussi à partir des années 2000, on a commencé à mettre ces vidéos et les assembler, les agencer dans les parcours sur des plateformes LMS. En 2016, donc aujourd'hui, c'est à peu près 4000 ressources qui représentent plus de 600 heures de contenu pédagogique. Donc voilà, une fois qu'on a dit tout ça, le MOOC pour nous, c'est l'étape suivante assez logiquement. Deuxièmement, apprendre à son rythme au sein d'un collectif. L'AFPA a une démarche modulaire et multimodale, c'est pas nouveau. Dès les années 80, l'AFPA avait mis en place une approche par module.
Cette approche a été revisitée dans le cadre de la refondation de l'AFPA en 2013-2014 avec la mise en place d'offres multimodales. Donc ces offres multimodales finalement sont décomposées en modules, décomposent finalement le parcours en modules, séquences, séances et unités d'apprentissage, sachant qu'une séquence c'est une compétence et qu'après au sein d'une unité d'apprentissage on va retrouver plusieurs diverses ressources. Ça peut être des vidéos, des e-learning, des PDF ou une séance de face à face avec le formateur. Donc dans cette logique-là, l'important, effectivement, comme le disent certains de nos confrères, Franck Amadieu et André Tricot, que j'aime bien citer aussi, finalement l'important c'est de travailler cette scénarisation pédagogique pour rendre attractif finalement la formation. C'est d'autant plus vrai quand on est en ligne et que le stagiaire est face à son écran tout seul. Donc effectivement, il faut avoir quelque chose qui va permettre d'éviter les effets de lassitude et de monotonie. Troisième point, alors laisse-moi juste commenter ce qui se marque, ce que mes gens là actuellement dans le chat où tout le monde effectivement peut écrire. Alors il y a un Twitter JazzFod sur lequel vous pouvez sans problème continuer à discuter et ce tweet FOD, je vous conseille de vous y abonner parce que il y a régulièrement de bonnes informations qui sont publiées. Je te laisse reprendre l'apprentissage attaqué par les pairs. Oui, au passage, merci Jean pour les retweets. Donc l'apprentissage par les pairs, effectivement, on est dans une mise en pratique au sein d'un groupe, au sein d'un collectif sur un atelier, finalement un plateau technique AFPA, donc dans le contexte de la cuisine. Effectivement, quand on est dans le parcours présentiel, les stagiaires finalement voient de la théorie, c'est un modèle, c'est pas forcément toujours comme ça, mais les aspects théoriques le matin et vont après faire les mises en pratique sur les plateaux techniques l'après-midi. Donc, ils interagissent entre eux et en fait aussi progressent de par la confrontation avec leurs collègues finalement qui doivent faire réaliser les mêmes activités, les mêmes recettes sur les plateaux. Eh bien, ce niveau d'interactivité ou cette mini-communauté, quand on est au sein d'un groupe, on va la retrouver effectivement au sein du MOOC, mais de façon plus étendue, sous forme virtuelle, avec le groupe Facebook. Voilà, ça c'était pour l'intro. Donc maintenant, je vais vous présenter finalement la démarche qu'on a utilisée, qui est basée principalement sur finalement le MOOC Construire de A à Z de Mathieu Cizel, qui proposait une démarche en 7 étapes, que nous avons appliquée, déclinée au sein de l'AFPA. Voilà, donc un MOOC n'est pas un projet comme les autres, de mon point de vue. Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser déjà avant de se lancer. Comment choisit-on un sujet? Quelle est notre cible? Comment on finance? Comment on recrute l'équipe? Comment on construit finalement un parcours, un scénario intéressant, attractif, innovant? Et puis après, effectivement, comment on va animer le cours une fois qu'il est lancé? Et quand on en est à faire les bilans comme actuellement, effectivement, comment on utilise un certain nombre d'informations pour rejouer après et faire mieux, et continuer à progresser et proposer d'autres services. Donc pour chacune de ces étapes, je vais vous détailler finalement les points, les difficultés qu'on peut éventuellement rencontrer, les points critiques, les difficultés, les risques, mais aussi à chaque fois je reviendrai sur qu'est-ce qui nous a inspiré, notamment un certain nombre de MOOC existants ou un certain nombre de sites existants. Je reviendrai plus en détail. Donc première étape, effectivement, il faut définir votre projet avant de le lancer. Ça, c'est pas une surprise. Comme tout projet, on ne part pas à la fleur au fusil. Il faut se poser un certain nombre de bonnes questions et en formaliser les réponses dans un document que moi, personnellement, j'appelle soit la note de lancement, soit le document stratégique, la note stratégique, peu importe son nom. L'important, c'est de valider un certain nombre de choses, de répondre à certaines questions et de faire valider tout ça en termes de planning, de budget, d'objectifs stratégiques, tactiques, à un certain nombre de décideurs pour obtenir les moyens nécessaires à lancer un tel projet. Premièrement, donc définir les objectifs stratégiques et pédagogiques. Finalement, les raisons de lancer un MOOC peuvent être multiples. Ça peut être de travailler son image comme on a souhaité le faire, mais pas que. Ça peut être finalement développer une communauté d'apprenants. Ça peut être finalement montrer sa capacité à innover, vendre de nouveaux services. Certains font très bien en disant ça y est, j'ai fait un MOOC et en fait ils développent des cooks ou des spots qui sont payants, qui rapportent pas mal d'argent, je pense. Élargir son marché ou cibler de nouveaux apprenants, j'y reviendrai aussi.
Donc pour l'ASPA, je ferai une synthèse à la fin. Ensuite, deuxième question, il faut se poser la question de quel est mon public. Est-ce que je cible finalement le grand public? Est-ce que je cible des adultes? Est-ce que je cible des gens qui sont plutôt en formation initiale, des étudiants? Ou est-ce que je cible un peu tout ça? Troisième question, effectivement, inutile de se lancer sur un sujet qui existe déjà. Il y a aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a des centaines de MOOC de par le monde. Même en français, il y en a déjà un bon paquet sur plein de plateformes, comme Fun, dont tu as cité le nom, Jacques, tout à l'heure. Donc, mais il y a aussi, par exemple, si on parle du sujet de la cuisine, pas mal de sites internet, des chaînes YouTube avec des superbes vidéos faites par des gens qui font ça très bien. Donc, la question est finalement, comment je me positionne par rapport à tout ça? Donc, nous, on a fait un peu un benchmarking de tout ce qui existait. Notamment, il y avait un MOOC sur le design culinaire qui est fait par un autre organisme de formation. Donc, on a souhaité finalement, il nous a semblé qu'il manquait quelque part quelque chose en fait autour des techniques de base de la cuisine. Certes, on pouvait trouver des recettes très bien faites, très bien documentées sur des sites comme Marmiton, des chaînes YouTube du style l'Atelier des Chefs ou 750 grammes, enfin on peut en citer des dizaines. Mais de notre point de vue, ce n'était pas suffisant pour finalement apprendre toutes les bases et pouvoir après finalement réutiliser ces bases dans des recettes plus compliquées, plus élaborées. La promesse finalement client, c'était de dire vous allez repartir des bases telles que les professionnels les apprennent, et à partir de là, quand vous maîtriserez ces 100 000 techniques, vous serez capable de faire n'importe quelle recette. C'est ça la promesse. Et donc, dans le benchmark, ce qu'on peut donner comme facteur clé de succès ou comme conseil, c'est de dire, finalement, il ne faut pas juste regarder dans le champ direct qui vous concerne, par exemple la cuisine, il faut aussi regarder de façon plus large l'ensemble des MOOC qui existent, comment sont-ils construits, comment sont-ils assemblés, qui les propose. Et donc, effectivement, si on veut construire un succès tel qu'on l'a fait, nous, à l'ASPA, il faut s'inspirer des meilleurs acteurs et des MOOC à succès, tels que, par exemple, je vais en citer 2-3, qui m'ont inspiré, moi, directement et personnellement. Le MOOC gestion de projet fait par Hermine Bachelet de Centrale Lille, qui en est déjà à 7e saison, je crois. Le MOOC Lead de Cécile Dejoux du CNAM, voilà, qui en a sa 3e saison, que j'ai suivi, qui est très bien. Le MOOC monté de A à Z, par exemple, effectivement, pour apprendre toutes les ficelles et la façon de monter un MOOC, ou d'autres MOOC sur le e-learning, par exemple, il y en a un très bien à Harvard qui se déroule en ce moment. Voilà, c'est mondial tout ça. Donc, une fois qu'on a fait ce benchmark... Dis-nous par curiosité, comme ça, combien vous espériez de participants au départ? On peut le dire tout de suite, là. On s'est dit, voilà, si on a au moins 10 000 personnes, on continuera. D'accord. Donc, l'objectif est atteint. Je reviendrai après sur les retombées, en fait, en termes d'image et tout ça. Donc, voilà, pour synthétiser cette partie-là, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions que j'ai rapidement brossées, là, il y en a un certain nombre, il faut finalement construire l'étude de faisabilité, finalement chiffrer les moyens dont on en a besoin, faire un planning et faire valider tout ça finalement à des décideurs. Et après, vous pouvez lancer votre projet. Voilà. Donc, une fois que vous avez validé, finalement, vous avez le go pour démarrer votre projet et des moyens, effectivement, il va falloir recruter, fédérer une équipe et manager une équipe. Alors, comment recrute-t-on une équipe qui gagne? Il y a plusieurs difficultés, ou des risques ou des erreurs à ne pas faire. Finalement, il faut éviter de croire qu'on peut tout faire soi-même. Il faut éviter d'avoir une équipe trop homogène avec des gens qui auraient tous le même parcours. Il faut un maximum de diversité et il faut éviter d'être dans le management 1.0, j'y reviendrai. Donc, qui dit équipe pluridisciplinaire, pourquoi? Parce qu'en fait, un MOOC, ça assemble à la fois des compétences liées au métier qu'on veut présenter, qu'on veut mettre en lumière, ça assemble des compétences pédagogiques en termes de scénarisation. Il faut des compétences audiovisuelles pour finalement réaliser des vidéos attractives ou relooker des vidéos telles que je vais vous le montrer. Il faut des compétences informatiques pour intégrer tout ça sur des plateformes. Et il faut des compétences juridiques pour choisir le type de licence que vous souhaitez mettre sur vos ressources et aussi pour faire par exemple les déclarations CNIL, c'est bête mais il faut le dire. Et il faut aussi des compétences en communication pour arriver à faire suffisamment de buzz si on veut être suffisamment visible. Donc voilà, une équipe finalement assez hétéroclite, je dirais, mais finalement c'est vraiment indispensable d'avoir cette diversité en termes de compétences. Il faut adapter une démarche de management agile. Quand j'entends management agile, c'est tel qu'en fait on parle beaucoup d'agilité en informatique ou aujourd'hui même en général dans le management. C'est plus au sens où on entend des gens comme Cécile Dejoux ou Frédéric Fréry qui est SCP Europe, c'est
finalement changer de posture, être dans une logique où on va dire tout va vite, il faut s'adapter en permanence, avoir une ligne directrice, une cible, mais en fait ajuster en permanence et surtout, entre guillemets, faut être modeste mais sans complexe. Surtout pas des gens qui ont des certitudes ou des égos démesurés. C'est une équipe large et diversifiée, mais tout le monde est au même niveau et on est tous au même bateau et on va tous dans le même objectif. Voilà. Effectivement, sur le, comment dire, pour faire le parallèle, juste un moment là, sur cette planche avec le monde de la voile, finalement, c'est un peu comme dans une course autour du monde en équipage, finalement, où chacun a son propre rôle, le skipper, le barreur, etc. Mais où quelque part, il y a une compétence collective pour amener le bateau à bon port et gagner quelque part la régate, quoi. Et pendant que chacun fait son quart, il est quelque part responsable collectivement des autres. Quand je dis ça, c'est qu'en fait, il y a différentes compétences qui sont assemblées au sein d'une équipe de ce type, mais finalement, quelque part, chacun peut potentiellement donner un coup de main sur l'ensemble des activités à mener. C'est ça. Et donc, au bout du compte, c'est quoi? Pardon? C'est un équipage de quoi? Une vingtaine de personnes qui étaient impliquées? Non, justement, c'est ce qui peut surprendre. En fait, quand les gens voient les chiffres atteints, etc., on peut s'imaginer que nous sommes une armée derrière, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est que nous étions en moyenne à peu près 4 à 5 personnes voilà, sur la durée du projet, qui a duré à peu près 6 mois. Je reviendrai après sur le planning. Donc, ce qui est rien par rapport au nombre d'apprenants qu'on a eu en face de nous, en fait. Donc ensuite, effectivement, ce qui dit ne pas faire seul, dit qu'en fait, il faut choisir des partenaires. Donc par exemple, j'y reviendrai sur les partenariats avec Pôle emploi et l'emploi store. Mais en fait, c'est ce qui, entre autres, aussi a permis de mieux faire connaître notre MOOC sur un public beaucoup plus large. Et il faut aussi des prestataires. Donc après une mise en concurrence assez large, en fait, de divers acteurs que je ne citerai pas, nous avons choisi MOOC Agency pour nous accompagner dans cette aventure. Qui avait déjà réalisé, MOOC Agency avait réalisé les 4 MOOC de Pôle emploi, en fait, qui maintenant sont Pôle emploi. Donc voilà. Ça, c'est la phase 2. Ensuite, vous avez votre ligne de route, finalement votre feuille de route, votre équipe, il va falloir se mettre au travail pour produire le cours. Donc, scénariser, produire le cours. Certes, en fait, en fonction du point de départ, de votre point de départ, des ressources que vous avez, dont vous avez sous la main, que ce soit des ressources numériques ou même des compétences ou des connaissances, en fait, l'effort peut être plus ou moins important. Effectivement, avoir de superbes ressources, des jolies vidéos, c'est très bien, mais là, toujours pareil, ça ne suffit pas, comme dit André Tricot, l'important, c'est le scénario pédagogique. Donc, il faut construire, on peut dire que j'enfonce des portes ouvertes, mais je leur dis, c'est quand même important de le dire, il faut construire un parcours structuré, cohérent, progressif, pour guider, motiver les apprenants dans leur progression. Quand on a dit ça, donc le risque, finalement, c'est d'être trop théorique, trop transmissif, on va dire trop classique, finalement trop lourd en progression. Donc la recette, de mon point de vue, ou notre point de vue, c'est finalement de varier les activités proposées. Pour en alternant par exemple des contenus théoriques, technologiques liés au métier, par exemple regarder une vidéo technique sur le découpage des oignons, avec des auto-évaluations pour voir où est-ce que j'en suis, quelque part dans mes connaissances sur le sujet, et avec des mises en pratique où effectivement on propose à chaque fin de semaine à l'apprenant de réaliser une recette dans sa cuisine à partir des techniques qu'il a pu voir dans la semaine. Par exemple, la crème du Barry à la fin de la semaine des légumes, qui est un potage à base de chou-fleur. Donc, ces mises en pratique, finalement, elles n'ont pas juste pour objet de casser un peu un rythme et de proposer des choses un peu plus rigolotes que je regarder des vidéos. Elles ont aussi pour but, finalement, de générer des interactions entre pairs. Et puis, on incitait, finalement, les MOOCers à faire des photos de ce qu'ils avaient réalisé, de les poster sur Facebook, et ça a très bien marché. On a eu des milliers de photos partagées. Et en finale aussi, ce qui est intéressant en fait aussi, c'est de proposer des témoignages finalement de professionnels, soit des chefs restaurateurs qui sont parfois d'anciens stagiaires AFPA, des formateurs ou des stagiaires en formation, finalement qui vont aider la personne qui a un projet professionnel à se projeter dans le métier, au-delà de la pratique des techniques. Et puis pour finir, effectivement, il faut une plateforme qui va vous permettre d'assembler tout ça de façon sympathique, intelligente, ergonomique, etc. Donc voilà, ça paraît facile ce que je viens de dire, mais finalement, même quand on a des centaines de vidéos ou des milliers de pages de support de cours, ce serait une erreur de croire qu'on peut mettre ça en ligne directement. Ça paraît bête, mais
Donc, une des difficultés, ou un des risques, c'est finalement, il ne faut pas négliger ou sous-estimer le temps nécessaire au relooking de ces documents. Il faut absolument retravailler l'ensemble des ressources que vous mettez en ligne si vous voulez que les apprenants, finalement, si vous voulez éviter les phénomènes de lassitude que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, 3 facteurs clés, finalement. Pensée web, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire retravailler l'ensemble des vidéos pour les faire beaucoup plus courtes, de 3 à 5 minutes maximum. Nous avions des vidéos qui étaient beaucoup plus longues. Faire un relooking complet avec un design épuré, nous on a fait un petit modèle d'ardoise que je vais vous montrer juste derrière, avec une ergonomie un peu adaptée. Ensuite, pensée massive, c'est-à-dire que effectivement, là, même si vous avez des centaines de pages de cours, ça peut peut-être faire beaucoup, à la fois pour l'apprenant en termes de support à lire ou de contenu vidéo à visualiser, mais ça va faire aussi beaucoup pour vous en termes de temps pour vérifier qu'il n'y a pas des petites coquilles à droite à gauche, pour vérifier la cohérence entre l'ensemble de toutes ces ressources. Enfin, ça peut être un gros travail. Donc, il ne faut pas hésiter à alléger un peu le contenu, par exemple, de vos documents écrits, de vos supports de cours écrits, et surtout à les relooker, effectivement. Et puis aussi, il faut penser autonomie, c'est-à-dire que c'est une chose d'avoir des vidéos, de les présenter en direct avec un groupe, avec un formateur au départ qui va expliquer peut-être en quelques minutes le contenu de la vidéo, qui va laisser les stagiaires la regarder ensuite, et ensuite qui fera un débriefing avec eux à l'issue. Ça, c'est une situation d'apprentissage. Dans un MOOC, on est dans une toute autre situation. Effectivement, il faut penser à l'apprenant qui est tout seul face à son écran. Et donc, il faut essayer d'embarquer plus de pédagogie dans la vidéo. Donc, on va voir tout de suite après, là, sur la slide suivante, ce que ça veut dire. Embarquer plus de pédagogie, ça veut dire que finalement, l'ensemble des 101 ressources vidéo qui étaient en ligne sur le MOOC, là, vidéos techniques, elles ont été entièrement refaites. Historiquement, en fait, c'était des vidéos qui présentaient un geste filmé avec un formateur qui expliquait en voix off ce qu'il était en train de faire. C'était un peu trop finalement inadapté au MOOC. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons intégré déjà au début de chaque vidéo une petite séance d'introduction qui explique c'est telle technique, on est dans telle semaine sur tel et tel thème. Ensuite, quelques secondes qui suivent, qui vont présenter les différents matériels qui ont été tous repris en photo, qui sont utilisés effectivement dans la technique. On va utiliser tel couteau, on va utiliser tel autre matériel. Ensuite, on présente la mise en place, c'est-à-dire l'organisation du travail telle qu'elle doit être positionnée avant de commencer finalement la technique. Et après, il y a finalement le cœur de la vidéo tel qu'il existait, qui est incrusté, où on va chapitrer, séquencer, afficher les différentes étapes de la technique et incruster des définitions un peu au fil de l'eau en fonction à des moments judicieux. Par exemple, on voit un geste, le formateur par exemple, qui est en train le formateur cuisine qui est en train de découper un oignon, donc il parle, et après, effectivement, à la fin, une fois qu'il a fini de parler, tout en continuant de voir le geste, il y a une définition qui s'affiche qui donne, par exemple, l'explication d'un terme technique qui a été prononcé par le formateur. Ensuite, à la fin de la vidéo, on a une synthèse en images des principales étapes de la technique qui vient d'être visualisée, puis pour finir, un petit conseil complémentaire qui fait des ponts avec d'autres techniques ou d'autres recettes. Par exemple, telle et telle technique que l'on vient de voir est utilisée dans telle et telle recette. Et voilà. Ça Alors, tu as interrogé dans le chat, là, est-ce que tu peux nous dire si cet effet de nombre de vidéos dont tu parles a gêné ou pas les participants? Parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, est-ce qu'il y avait un effet massif? Oui, c'est vrai que par rapport à certains MOOC où on va dire on a peut-être 5-6 vidéos de 10 minutes par semaine, quelque part il y en avait un peu plus. Parce qu'en fait on en avait en moyenne donc 101 étalées sur 5 semaines, ça faisait à peu près 20 vidéos techniques par semaine. Mais d'un autre côté, elles sont assez courtes en fait. Il y en a qui faisaient à peu près 1 minute, d'autres, par exemple la découpe de l'oignon, très simple en fait, ou le nettoyage du persil. Par contre, quand on est sur des techniques plus compliquées comme expliquer une sauce américaine ou une sauce brune, effectivement, ça peut être un peu plus long, 5-6 minutes. Donc, effectivement, il y avait une profusion de ressources, ça a peut-être pu faire peur à certains, mais l'idée, c'était vraiment de repartir de la base et de montrer finalement le vrai métier dans sa vraie réalité. L'idée, c'était pas de faire quelque part de l'anti-émission de télé, quoi. C'est pas comme à la télé où on a l'impression que c'est facile de cuisiner, tout le monde peut faire, etc. L'idée, c'était de montrer la rigueur et finalement l'ensemble des techniques qu'il fallait maîtriser, sachant qu'en fait, dans la réalité, il y en a un peu plus que 101 en fait. C'est qu'il y a un échantillon, mais c'est vraiment le cœur des techniques indispensables à maîtriser si on veut vraiment acquérir finalement un savoir-faire de professionnel.
Et elles étaient voilà, en après, libre ça service, obligeait pas ces vidéos, forcément, on pouvait les revoir? oui, tout à fait, oui. Sur la plateforme, mais D'accord. aussi sur YouTube. Je vais y revenir après. D'accord. Elles sont Et toujours disponibles en replay. l'engagement personnel qui était demandé, c'était 20 minutes par jour. Hein. Oui, ça c'est le temps brut pour visualiser l'ensemble des vidéos. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure de 600 vidéos qui représentaient 50 heures finalement de visualisation. On en a gardé donc 101 en fait, et ça représentait, je dis pas de bêtises, voilà, une dizaine d'heures de contenu audiovisuel. Étalé sur 5 semaines, à peu près 2 heures par semaine, découpé en petits morceaux de 2 à 5 minutes, ce qui représentait à peu près 20 minutes de vidéos de contenu audiovisuel à regarder. Après, il y a un petit quiz en quelques questions, on peut voir si on a compris ou pas l'essentiel de ce qui est montré. Voilà, après, si on veut juste avoir le joli bout de papier qui dit qu'on a compris l'essentiel, ça suffit. Par contre, si ensuite on veut passer à la pratique, dans sa cuisine, la recette qui est proposée, effectivement, selon le niveau qu'on a au départ, qu'on soit débutant, complet comme moi en cuisine, ou plutôt déjà expérimenté, on va mettre un temps assez variable. Donc voilà. Voilà pourquoi on a choisi effectivement de parler de 20 minutes en fait, pour pas faire peur, pas décourager. C'était vraiment le temps minimum à passer pour regarder l'intégralité des contenus. Après, dans la réalité, on a interrogé à la fin les apprenants, les MOOCers, sur le temps réel qu'ils y avaient passé. En moyenne, ils ont passé 1 à 2 heures par semaine. Après, mais par contre, il y en a d'autres qui avaient plus de temps et qui ont passé plus de 4 heures par semaine, quoi. Et puis à l'extrême, il y en a certains autres qui ont tout leur temps et qui étaient toute la journée dessus. Donc je reviendrai après au panel des personnes en fait. Donc on va avancer. Ensuite, donc vous avez construit votre cours, mais il est prêt. Avant de l'ouvrir et de le mettre à disposition, il faut le tester bien entendu. Donc là encore, un des risques principaux est finalement de sous-estimer la charge nécessaire au test. Une bonne pratique communément admise dans les différents, quelque part dans les projets numériques ou digitaux en général, qu'on parle de MOOC ou d'autres choses, c'est de dire il faut passer autant de temps à tester ce qu'on a construit qu'à le construire, qu'à le concevoir. Bonne vieille règle informatique. Oui, c'est ça, voilà. Mais en fait, quelque part, c'est un peu vrai, parce que si on ne le respecte pas, quelque part, on a des petites difficultés un petit peu après, tel qu'on en a eu. Enfin bon, c'est jamais un monde parfait. Donc une autre erreur, ce serait de un peu mélanger les étapes et les acteurs. En fait, il y a différents niveaux de tests ou de validation. Le premier, finalement, si on distingue les tests unitaires d'intégration et de validation, c'est de dire je dois tester les ressources une par une, finalement avec un œil pédagogique et technique. Je regarde la forme et le fond. Donc ça, en général, enfin nous, comment on l'a fait à 2-3 personnes autour d'un écran. On validait avec le monteur la vidéo qui venait d'être réalisée et puis on faisait les petites corrections, les petits ajustements. Ça, c'est une première chose. Vous le faites autant de fois que vous avez de ressources. Et puis effectivement, des fois, ça peut vous amener à vous faire 2, 3, 4 versions successives de la même vidéo, parce que vous pensez qu'elle va être suffisamment bien pour être mise à disposition. Ensuite, vous avez les tests d'intégration. C'est-à-dire il faut tester la cohérence d'ensemble entre telle et telle ressource. Par exemple, on parle de tel mot, de telle technique dans telle vidéo. Est-ce que dans le quiz, par exemple, est-ce qu'il est bien évoqué dans une vidéo, dans une ressource écrite? Est-ce que les termes sont cohérents entre eux? Est-ce qu'il n'y a pas des incohérences? Est-ce que tout ça, ça semble bien sur la plateforme en termes de progression pédagogique? Est-ce qu'on voit bien les choses dans l'ordre pour quelqu'un qui souhaiterait suivre les étapes pas à pas? Je dis ça parce qu'en fait, on avait fait le choix d'ouvrir pas la totalité du MOOC dès le départ, mais plus semaine par semaine, comme tout se fait en général. Et donc, dès le lundi matin, vous aviez accès finalement aux 20 techniques de la semaine, plus quelques ressources écrites, plus le QCM, plus le quiz et tout ça. Mais en fait, l'idéal, c'était quand même de faire les choses activité par activité, unité d'apprentissage par unité d'apprentissage dans l'ordre. Et enfin, donc, après les tests d'intégration, effectivement, il faut tester l'expérience utilisateur, c'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde parle de user experience, mais c'est pas juste est-ce que c'est joli, est-ce que c'est sympa à regarder et quelle est mon expérience d'apprentissage. Donc, c'est quelque part mettre entre les mains d'un public un peu cible et qu'on a choisi, tout ou partie du cours. Donc, idéalement, effectivement, ce qu'il se dit aussi, c'est qu'il faut faire un bêta-test de 4 semaines. On a été un peu plus short, c'est pour ça qu'on avait des petites incohérences au départ, mais qu'on a corrigé au fil de l'eau. Et surtout, il faut un panel de personnes assez diversifiées, c'est-à-dire des gens, par exemple, qui sont déjà experts du sujet, qui connaissent bien la cuisine et qui vont vous tatillonner finalement sur les points plus techniques, ou des gens qui sont très éloignés du sujet, qui vont avoir plus un angle ergonomie, interface, ou d'autres personnes plus axées sur le e-learning qui vont faire un retour plus sous l'angle est-ce que le scénario
qui a été proposé, sympathique, attractif ou pas. Donc nous, on avait un panel d'une centaine de personnes, voilà, de profils divers et variés, qu'on a sollicité pendant 2 semaines. Ensuite, étape suivante, je regarde l'heure, promouvoir et lancer le cours. Donc vous avez fait votre cours, il est validé, il est prêt, et ben effectivement, il faut faire un peu de communication. Sinon, on n'arrive pas à 50 000 inscrits comme ça, juste parce que le sujet est intéressant, qu'il est porteur. Donc là, pareil, encore, il y a 2 principaux risques. En fait, le premier, c'est d'avoir un MOOC qui serait super attractif, très bien conçu, très bien léché, très bien fini, mais qui resterait confidentiel par une insuffisance de communication. Ou l'extrême inverse, un MOOC qui ferait énormément de buzz, mais finalement qui ne serait pas assez bien conçu, qui donnerait une image négative de l'organisme qui le porterait. Donc les facteurs clés de succès ou les points sur lesquels il faut travailler, en fait, il y en a plusieurs. Donc tout d'abord, il faut construire un plan de communication sérieux, c'est comme une opération de communication qui va définir finalement qui communique à quel moment, sur quels médias, avec quel support. Et après, ça va se décliner par différents communiqués de presse qui vont être rythmés à différents moments. Ensuite, toujours pareil, là aussi, il faut diversifier les médias. Certes, il y a la voie classique et traditionnelle des communiqués de presse relayés par exemple par l'AFP, puis après différents médias comme on a pu avoir nous aussi, mais il ne faut pas négliger l'intérêt et l'impact d'Internet, du web, des réseaux sociaux, si vous voulez après atteindre en notoriété, finalement, soit des télés, des radios, comme nous avons eu en fait. Nous avons eu plus de 300 retombées presse, radio, télé, de tout type en fait. Il faut bien entendu avoir un teaser, une bande-annonce en fait, qui est poussée après sur l'enceinte de ces canaux. Donc nous en avions 2, une version plus courte de 37 secondes, qui était plutôt destinée aux réseaux sociaux, sur par Book Agency, très sympa, très attractif. Et après une version un peu plus longue en fait, d'environ 1 minute 30, qui était plus à usage interne sur le site au moment de l'inscription, qui donnait plus de détails vraiment pour donner envie de s'inscrire et donner un peu les règles du jeu du MOOC. Il faut aussi avoir des visuels et une charte graphique qu'on va décliner sur l'ensemble des médias et des supports. En fait, par exemple, nous, on a nos 2 petits avatars de cuisiniers, enfin Eric et Véronique, qui sont des vrais gens dans la vraie vie, et dont on a fait des avatars, et que vous retrouvez sur l'ensemble des ressources, en fait, les vidéos, les ressources écrites, que vous retrouvez sur la page d'inscription du site, que vous retrouvez sur les visuels Facebook, sur les réseaux, partout. Ça fait une sorte de cohérence et d'harmonie. Ensuite, effectivement, il faut vous faire référencer sur des annuaires. Là, ça, vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez vous faire aider. Donc nous, principalement, nous avons référencé sur 3 annuaires. D'abord, en premier lieu, l'Emploi Store, effectivement, qui a été un peu un nœud stratégique, puisque ça nous a permis d'être visible par plus de 3 millions de chômeurs, finalement, parce que le démarrage du MOOC AFPA finalement a été mis dans les newsletters de Pôle emploi, a été sur le portail de Pôle emploi, a été sur le site Emploi Store, et c'est aussi sur la plateforme MOOC de Pôle emploi. Ensuite, on a référencé aussi notre MOOC donc, sur les principales plateformes annuaires, sur les principaux annuaires de MOOC francophones. Donc il y a MOOC francophone et MyMOOC en fait qui est beaucoup plus récent, mais qui offre un avantage assez intéressant. Qui se veut être finalement le TripAdvisor des MOOC et qui permet finalement aux internautes qui suivent un MOOC de mettre un petit commentaire et une petite note comme vous noteriez quand vous avez été dans un hôtel ou dans un restaurant. Et c'est assez intéressant en fait, ça donne une porte d'entrée assez intéressante aussi. Voilà, ensuite il faut utiliser YouTube. Là, tu posais la question tout à l'heure Jacques des vidéos. Donc effectivement l'ensemble de vos vidéos, là nous avions sur les 190 ressources, c'est pas rien, on avait 125 vidéos au total, donc 101 vidéos techniques, et puis quelques vidéos, une vidéo d'introduction de chaque semaine, des vidéos témoignages. Toutes ces vidéos-là sont finalement sur notre chaîne YouTube AFPA, et elles sont après visibles au fil de l'eau, on les libère au fil de l'eau, à chaque début de semaine, par exemple la vidéo d'intro, à chaque fin de semaine la vidéo témoignage, en milieu de semaine par-ci par-là quelques vidéos techniques, de façon à faire du buzz et du mouvement et du flux, de gens qui vont être sur YouTube et qui vont dire « Ah, tiens, une vidéo de cuisine, ah, c'est sympa. Ah, puis il y a des informations en dessous. Ah, si je m'inscris sur le MOOC, ça vous ramène après du trafic, mais aussi des inscriptions, des inscrits complémentaires au fil de l'eau. » Et on a eu des gens qui se sont inscrits tout au long du MOOC jusqu'à la fin des 6 semaines. C'est pour ça qu'à la fin, on a prolongé de 2 semaines le MOOC.
pour laisser finalement un peu au dernier le temps de le finir. Voilà. Et puis, il faut que j'accélère. Dernièrement, pour finir, il faut penser aux blogueurs. Quand je parle des blogueurs, c'est soit les blogueurs finalement spécialisés, par exemple on a activé des blogueurs du secteur de la cuisine, des blogueurs qui sont notamment dans d'autres écosystèmes, qui vous donnent d'autres visibilité sur d'autres publics, comme par exemple sur le numérique, en fait. Je citerai par exemple Miss Mou, qui doit être présente en ligne aujourd'hui, qui a fait un joli article sur lui. Donc voilà, pour la partie communication. Et ben ensuite vous êtes lancé, il faut y aller, il faut animer le cours. C'est pas la partie la plus simple, mais assez passionnant, et on va dire. Je vais dire en fait, donc les contraintes, finalement, là il y en a deux. Effectivement, c'est le volume de questions, d'interactions auxquelles il faut faire face. Effectivement, quand on en espère 5-10 000 personnes et qu'on en a 50 000, voilà, ça fait du trafic. Et puis la réactivité, le temps de réactivité attendu par les gens, en général sur Internet, notamment par exemple dans Facebook ou autre. Donc c'est pas du lundi au vendredi de 8h à 18h, quoi. C'est toute la semaine, les week-ends compris, y compris le soir. Voilà. Voilà, pendant 6 semaines, vous faites plus que ça, quoi, presque. Donc c'est ça, pendant 6 semaines, vous n'avez fait que ça. L'équipe de 4 ou 5 a été occupée à plein temps. C'est toute une équipe derrière, en fait. Je dis qu'on n'est pas une armée. Effectivement, on était à peu près en moyenne 2 à 3 personnes en face, finalement, pour répondre, donc soit des experts métiers qui répondaient vraiment aux questions techniques pointues. Tiens, telle technique, j'ai pas bien compris, il y a tel mot, pourquoi on fait comme ci, pourquoi on fait comme ça. Donner des explications sur les contenus. Un deuxième type de profil, des gens qui sont plutôt du style, qui ont un profil community manager, qui vont rythmer, animer finalement les communiqués qui sont reliés sur différents médias, mais aussi qui vont gérer, modérer, animer le groupe Facebook. Et ensuite aussi une troisième catégorie de personnes, des ambassadeurs, que j'appelle moi les ambassadeurs, c'est des formateurs finalement qu'on a repérés dans le groupe Facebook ou dans les apprenants, en fait, qui sont eux-mêmes de même inscrits sur le MOOC et qui sont devenus quelque part, qui ont proposé leur aide pour animer le cours. Donc ça, ces gens-là aussi, il faut les bichonner parce que c'est quelque part, c'est des pépites. C'est des ressources finalement qui ne coûtent rien, quoi, mais finalement, il serait dommage de se priver, quoi. Et donc aussi important, rythmer, définir les rythmes d'interaction dès le départ, en fait. Donc par exemple, nous avions sur Facebook, c'était finalement une réponse assez rapide en général dans l'heure. Sur le forum, les questions posées dans le forum qui étaient, on va dire, la plus technique en lien direct avec le cours, on s'engageait plutôt à répondre plutôt à J+1 ou à J+2, on ne répondait surtout pas en temps réel. Et puis après, pour les communications plus larges, on va dire, on avait une communication hebdomadaire tous les lundis matins, avec un petit message qui avait été préparé à l'avance, mais qu'on a ajusté, on va dire, à chaque fin de semaine pour donner un peu un élément d'ambiance, et qui était à la fois publié sur le groupe Facebook, sur le forum, sur la page info du site, et qui était envoyé par mail tous les lundis matins aux apprenants. Donc voilà. Après, important aussi, toujours, choisir une plateforme ou un LMS qui vous permet de faire tout ça, qui vous aide à faire tout ça, parce que c'est énormément de travail, notamment qui vous aide à classer, à trier, à prioriser les questions, à épingler certaines questions, certaines réponses dans les forums ou dans les pages Facebook. Parce que toutes les questions, toutes les interactions n'ont pas forcément le même niveau d'importance, ou il est important de mettre en exergue certaines choses plus que d'autres. Toujours dans la partie pilotage animation, en fait, on a, oui, effectivement, un certain nombre de MOOC, ce n'est pas toujours le cas, en fait, font des liens, des passerelles avec le monde réel, parce que le risque aussi, là, dans les pilotages d'animation, c'est d'avoir des apprenants qui sont passionnés, qui vivent le MOOC et qui trouvent ça sympa, mais qui aimeraient se rencontrer dans la vraie vie. Donc, en fait, on crée des événements. Là, par exemple, on a le 18 juin 2016, là, c'est bientôt, un événement à Lyon et Annecy, où sur nos plateaux techniques AFPA, on va accueillir des gens qui ont suivi le MOOC pour leur proposer un petit concours de cuisine, à l'issue duquel ils vont gagner un certain nombre de trophées, soit des mallettes de couteaux de cuisine, soit d'autres lots que je n'ai plus en tête. Et donc c'est aussi l'occasion finalement de se les faire rencontrer en réel ou de rencontrer pour l'équipe pédagogique ces apprenants. Un autre lien avec la réalité ou avec le monde réel, effectivement, c'est d'intégrer des témoignages de professionnels dans le MOOC directement en fait. Ou après de faire comme ce qu'on envisage pour la suite, témoigner des gens qui ont suivi le MOOC dans la saison 2. Voilà, donc par rapport à la plateforme, juste pour finir, effectivement, c'est important d'avoir une plateforme qui vous permet éventuellement de gérer des campagnes d'emailing ou de gérer des flux vidéo externes. Voilà. Maintenant, on en arrive à l'analyse au bilan. J'espère que je ne suis pas trop rapide. Donc, première chose,
Une fois que ça se termine, voilà, vous avez amassé une expérience, des gens, une communauté, vous avez créé une communauté. C'est une richesse en fait qu'il faut exploiter, quelque part, je dirais. Donc il faut absolument écouter ce que disent les gens et aussi analyser ce qui s'est passé. Donc une fois que j'ai dit ça, ça se traduit comment? Analyser ce qui s'est passé de façon qualitative. On a une enquête de satisfaction comme dans tous les MOOC à la fin. On va poser un certain nombre de questions, il y en a à peu près une vingtaine, aux apprenants. On leur demande leur avis finalement sur la forme et sur le fond. On leur demande de noter nos ressources, le parcours, le scénario. Et aussi on leur demande finalement quels étaient finalement si c'était à refaire, qu'est-ce qu'ils feraient entre apprendre avec un livre de cuisine, avec un copain, en allant à un cours de cuisine ou en suivant un MOOC. Par exemple, la fille du bâtiment, ils ont tous dit voilà, moi qui ai terminé le MOOC, qui suis allé au bout, maintenant c'est le MOOC que je choisirais. Et on leur demande aussi un certain nombre de choses par rapport à des offres qu'on veut déployer par la suite en fait. Est-ce que justement par rapport à ces offres, est-ce que vous avez constaté une montée des demandes sur les inscriptions en formation cuisine? Tu disais tout à l'heure qu'il y avait 600 personnes qui étaient formées par an à la Il est encore trop tôt pour le dire. À très court terme, d'abord, on leur a demandé en priorité, effectivement, si on devait rejouer le MOOC, qu'est-ce qui les inciterait à revenir? Des nouvelles techniques, des choses plus approfondies, plus de témoignages, plus de rencontres avec des vrais cuisiniers. Et on leur a demandé aussi s'il y avait des suites, qu'est-ce qui était le plus important pour eux, de travailler les plats, les entrées, les desserts, la pâtisserie, ou de travailler des options du style cuisine du monde, cuisine bio, accord mets et vins et autres. Et donc, on a réellement construit, imaginé la suite par rapport à leurs réponses, en fait. C'est ça l'intérêt. Et pour ce qui est de l'impact sur nos flux directs, là, pour l'instant, il est encore un peu tôt pour le dire. Même si, quelque part, je vais donner peut-être un chiffre plus là, qui n'est pas trop sur la place publique, là, mais sur les 50 000 personnes, il y en avait quand même un bon nombre que j'ai pu en tête, là, qui ont un vrai projet professionnel et qui étaient en attente de rentrer dans une formation. Et dont même certains qui sont au chômage et qui sont sur le régime de Pôle emploi et qui souhaiteraient rentrer en formation. Donc c'est intéressant, il y a des choses à faire. Analyse au moins c'est de la motivation. Oui. Après, effectivement, parce qu'une personne qui a suivi un MOOC de ce type-là, où il y a autant de ressources et qui est allée au bout et qui a montré qu'elle était capable et qui a eu la jolie attestation que je montrais juste derrière, ben, effectivement, c'est un gage de réussite pour la suite. Enfin, forcément, elle réussira dans une modalité encore plus facile qu'est le présentiel, en fait. Quelque part, comme finalement, on a l'émergence, là je vais parler un peu d'un écosystème qui est autour de nous, en fait, d'un certain nombre de MOOC finalement qui commencent à faire du pré-recrutement quelque part. On n'est pas les seuls à faire ça, puisque Eurotunnel, qui a fait aussi un joli MOOC en fait sur les métiers du ferroviaire, avec MOOC Agency, en fait, a fait de la sorte et en fait a présélectionné un certain nombre de gens motivés en leur faisant découvrir à mieux connaître les métiers, à la fois à travers des vidéos, mais aussi à travers des simulateurs de train et autres. Et donc, tout le monde est gagnant dans l'affaire. Effectivement, les gens qui arrivent au bout et qui après rentrent en formation, ils sont vraiment motivés, on est sûr qu'ils iront au bout. Ils n'ont pas une fausse idée, une fausse image du métier qu'ils auraient pu avoir juste en regardant une émission de télé en se disant tiens, si je vais faire cuisiner, quoi. Si je faisais cuisiner. On va répondre, on va anticiper un tout petit peu la question de Véronique pour la suite. Je crois qu'on va parler de cuisine, mais il va vous en parler tout à l'heure pour terminer. Donc Learning Analytics, en fait, on a l'intérêt par exemple de mettre ces vidéos sur YouTube, c'est qu'en fait on a quelque part un tracking diabolique, quelque part, je dirais. On sait par exemple sur les 200 ressources qu'on a mises en ligne, les plus vues, de quel pays, à quel moment, celles qui intéressent le plus les gens, combien de temps en moyenne les vidéos ont été regardées, soit globalement sur les 200 ressources, soit vidéo par vidéo, combien de temps les gens les ont regardées, est-ce qu'ils n'ont pas décroché au bout de la deuxième, la troisième, la quatrième minute. Donc c'est des choses extrêmement intéressantes à regarder, surtout quand on est dans la perspective de rejouer ce MOOC et de l'améliorer. Donc par rapport à la plateforme, effectivement, il faut avoir une plateforme qui permet soit de s'interfacer avec des outils de type YouTube, soit d'intégrer directement les ressources intégralement sur la plateforme, mais d'avoir un tracking de ce niveau-là. C'est-à-dire pas juste en volume sur l'ensemble des ressources et éventuellement un tracking plus fin, apprenant par apprenant. Et puis aussi une plateforme qui permette de faire des enquêtes au début et à la fin du MOOC. Je continue d'avancer. Toujours dans le bilan, effectivement, à la fin du MOOC, si vous avez décidé de distribuer des attestations de suivi, des certificats, des badges, il faut effectivement se donner les moyens de les fabriquer et les distribuer en masse. Donc s'il faut en fabriquer 500 ou 1000, c'est une chose. Quand il faut en fabriquer 5, 4, 5, 6 000, c'est autre chose.
Donc, c'est pas forcément simple. Donc, effectivement, il faut au maximum pouvoir automatiser la fabrication de ces attestations, donc avoir une plateforme qui va savoir piocher de façon intelligente dans l'ensemble de l'annuaire des apprenants, en regardant les scores et en fabriquer des attestations nominatives. Et il faut aussi de préférence pas faire ce qu'on a fait, mais on ne fera pas pareil la prochaine fois, faire comme ce qui est fait sur Fun, c'est poser l'ensemble des attestations sur la plateforme et laisser les gens venir les télécharger. Ensuite, effectivement, il y a un petit point délicat, c'est de savoir finalement où est-ce que je mets la barre, à 50%, 60%, 70%. C'est quoi le score minimum qu'il faut pour obtenir l'attestation? C'est quelque chose d'un peu délicat à régler en fonction du niveau de difficulté que vous avez mis dans votre quiz, du niveau d'exigence que vous souhaitez accorder en fait à cette attestation. Enfin, est-ce que ça reprend l'image ou pas de l'AFPA? Quel niveau d'exigence? Si c'est trop facile, ça n'a pas non plus de valeur. Hein. Donc là, par exemple, pour donner juste un chiffre, en fait, par exemple, il y a à peu près, oui, il y a 4000 personnes qui ont fait l'intégralité du MOOC, qui ont tout regardé, qui ont eu un score de plus de 70% à l'ensemble de nos quiz, en fait. Mais après, si vous descendez à la barre des 50%, on en rajoute un certain nombre, on tombe à 5000 personnes, ce qui est pas, on ne gagne pas tellement plus, en fait. C'est-à-dire que les gens qui commencent à faire les quiz et à les faire tous, etc., en général, ils sont motivés et ils en veulent et ils vont au bout, quoi. Voilà. Alors. Voilà, les fameux chiffres. Donc en fait, c'est libre le corps de la présentation. Donc une fois que vous avez fait tout ça, si vous avez un peu de chance et que vous choisissez un sujet qui intéresse et motive les foules, vous avez la chance d'arriver à ces fameux chiffres que nous avons eus. En fait, ils sont disponibles sur une petite vidéo qui est sur notre chaîne YouTube. Vous avez un petit résumé sur la promesse du MOOC AFPA, c'était quoi, et quels en sont les résultats. En fait, alors regarde la question de François, parce qu'on va quand même aller assez vite vers la fin maintenant. La question, c'est quoi, quel est le bénéfice de l'AFPA dans l'affaire, peut-être pour l'organisation et peut-être pour les formateurs? Est-ce que tu as déjà un peu... Alors, il y a plusieurs bénéfices en fait. Pour répondre, on va se préférer directement à la toute première planche. En fait, le bénéfice, bon, il y a un certain nombre de chiffres qui sont sur la place ici, là. Quand déjà on parle de 300 retombées médias, TV, TF1, M6, divers et variés, Europe 1, RTL, Le Monde et autres, voilà. Ça correspond à un retour sur investissement en termes d'impact média, en termes d'image, qui est 10 fois la mise de ce qu'on a mis en termes d'argent dans le projet, on va dire. Je ne vais pas vous donner les chiffres précis, mais je vous dis, voilà, on met 1 euro, on a gagné 10 euros en retombées médias, quelque part. Il avait fallu faire de la com devait être contente. Ah oui, tout à fait, oui. Bon, ça, c'est le premier impact, donc déjà qui nous autorise à continuer. Ensuite, il y a plein d'autres impacts, en fait. Il y a l'impact innovation pédagogique, c'est entraîner un certain nombre de gens, d'acteurs, d'ingénieurs dans un projet motivant, innovant, qui les pousse et qui les incite après à revisiter complètement leur pédagogie, en fait. Par exemple, les 2 ingénieurs qui ont travaillé avec nous, ça leur a donné déjà plein d'autres idées pour refondre complètement, moderniser les parcours multimodaux tels qu'ils existent. Ça, c'est un deuxième impact. Un troisième impact, c'est, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête et tout simple. On a fait 200 ressources. Bon, voilà, on a beau avoir passé pas mal de temps à les valider, à les recéter, à contrôler que c'était bon, à les avoir fait tester par 100 personnes. Quand on a mis la première vidéo en avant-première pour ceux qui étaient pressés de commencer sur Facebook 3 jours avant le démarrage, voilà, au bout d'un quart d'heure, le dernier bug que personne n'avait vu, il était corrigé, quoi. Je le dis comme ça tranquillement parce que pour faire prendre conscience de l'intérêt finalement du travail collaboratif et de la communauté des réseaux sociaux. C'est une opportunité pour vous d'avoir des ressources de qualité après exceptionnelles, je dirais, quelque part que vous n'aurez jamais, même vous pouvez mettre tous les moyens que vous voulez. Vous avez énormément d'argent pour valider, revalider, recontrôler 50 000 fois les ressources, vous n'aurez jamais à force de frappe une communauté de 5 000 apprenants qui sont hyper pointus, hyper motivés, voire 50 000 même qui vont les parcourir de façon moins fine et des moins détaillés. C'est un troisième impact en fait. Après, voilà, on pourrait continuer, la liste est longue en fait. Après, ça c'est les impacts. Et dis-nous sur qu'est-ce qu'il y a eu comme effet interne chez les formateurs? Est-ce que tu as des échos là-dessus? Oui, donc les formateurs, il y en a qui sont embarqués dans le train au fil de l'eau et qui finalement veulent construire la suite avec nous. Là, par exemple, j'étais avec un autre formateur tout à l'heure, avec qui on est en réunion régulièrement pour préparer la suite en fait. Mais à la limite, c'est pas ça c'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est par exemple les formateurs ambassadeurs dont je parlais tout à l'heure, là, qui se sont mis par exemple d'eux-mêmes, ils avaient entendu parler du MOOC par leur ingénieur de formation bien entendu, mais ils s'y sont mis d'eux-mêmes et ils l'ont appliqué d'eux-mêmes à leurs stagiaires. C'est-à-dire en plus du parcours présentiel, ils ont dit aux stagiaires, allez-y, si vous voulez regarder plus en détail, regardez le MOOC, etc.
Et ce qui est extrêmement motivant et positif, c'est après les témoignages de stagiaires qui disent, voilà, j'étais en formation présentielle, le MOOC il m'a servi à ça comme ça, et il m'a aidé à construire mon parcours et à arriver au titre, quoi. C'est ça les messages. Bon, montre-nous les 97% quand même. Oui, alors après, donc, le 97%, ça c'est un peu un score un peu global sur l'ensemble des ressources, en fait. Maintenant, après, République un peu bananière, hein, hein, ton score là. Oui, non, ça c'est globalement. Alors après, par exemple, si on regarde, ça veut dire qu'en fait, après, plus en détail, il y a certains sujets sur lesquels on va peut-être être un peu moins bon. Par exemple, comme l'animation, où malgré tout, on a beau avoir mis des moyens, on a beau avoir été présent tout le temps, c'était quelque part insuffisant, comme quelque part, pour faire face au flux de questions. Je crois que de tête comme ça, si je le cite, on avait plus de 3000 questions dans le forum. Vous imaginez le temps. Ça veut dire quoi? C'est du 24 heures sur 24, y compris la nuit? Non, ça veut dire que vous ne pouvez pas répondre à tout. C'est impossible en fait. Et sur Facebook, c'est des milliers d'interactions. C'est un groupe semi-ouvert, semi-fermé. C'est-à-dire que n'importe qui ne pouvait pas venir dans le groupe comme ça. C'est-à-dire qu'on validait les inscriptions, c'est nous qui les éjections, qui les gardons. Dans un groupe Facebook, vous avez aussi des dérives potentielles, il faut réguler, modérer. Donc voilà, enfin, il se passe un certain nombre de choses. On est plus dans le lâcher prise, il faut gérer l'essentiel et animer au maximum, mais on ne peut pas tout contrôler, tout maîtriser. Ça c'est fini, ce monde-là il n'existe pas. À partir du moment où vous êtes sur la place publique et face à des flux comme ça, il faut arrêter de penser que vous allez tout maîtriser, sauf à mettre une armée de 100 personnes derrière qui est en temps réel sur le MOOC. Voilà, ça j'imagine que c'est pas ce qui va se passer. Non. Mais, donc voilà, je vous ai mis plusieurs choses, mais des verbatims comme ça, il y en a des tonnes. Là. Je voulais juste celui qui est en bas, là, parce que c'est l'un de ceux dont je suis le plus content. Là. C'était juste 2-3 jours avant de démarrer. Voilà, une internaute qui nous dit « Je suis certaine que ce MOOC, qui est déjà un phénomène avant même d'avoir commencé, va marquer et démocratiser cette façon d'apprendre, jusque-là plutôt connue des grandes écoles. Il y aura un avant et après le MOOC, les 100 techniques de base de la cuisine. » Donc voilà, enfin c'est en fait quelque part ce dont on est le plus fier, c'est d'avoir réussi à construire un MOOC finalement qui cible un public assez large, à la fois les professionnels qui ont un vrai projet concret et qui vont devenir cuisiniers, et puis les amateurs de cuisine finalement pour qui c'est juste une passion, qui vont venir y passer un peu de temps. On a finalement fait quelque chose qui est un peu à mi-chemin entre des MOOC hyper pro, hyper universitaires de grandes écoles et ou des MOOC plus grand public comme ceux qui ont été faits sur les impressionnistes ou sur Picasso par exemple si vous en avez entendu parler. Ouais. Alors, tu as des questions très, très terre à terre là, qui sont posées. Je ne sais pas si tu peux le dire, il y a un budget sur ce que on peut en parler de ce que ça représente. Je ne peux pas vous donner les chiffres précis. Donc par contre, vous pouvez assez facilement faire les calculs avec vous. Si je vous donne un peu la durée du projet, donc voilà, il faut savoir que construire en moins de 6 mois un MOOC où il y a plus de 200 ressources, on va dire avec 4-5 personnes qui sont à temps complet, puis quelques personnes qui sont de façon un peu satellite à temps partiel, vous pouvez imaginer le budget que ça représente assez facilement. Mais d'un autre côté, si on était parti de la page blanche, là, on serait à 10 fois le montant, quoi, quelque part. Parce que je voulais parler du complet des ressources. Ouais, s'il avait fallu refiler l'intégralité des ressources, ça serait beaucoup plus important, quoi. Et puis il y a eu le bénéfice com, donc qui effectivement, lui, est un bénéfice monétaire, on peut dire, hein, qui a été un équivalent de publicité, tu as dit, plusieurs dizaines de fois le budget mis au départ. Voilà. Après, il y a d'autres avantages. Les autres avantages chiffrés, à la limite, qu'on peut citer oralement comme ça sans forcément l'écrire. Quand vous constituez une communauté ou un fichier client de 50 000 personnes qualifiées qui disent quel âge ils ont, quel est leur diplôme, où est-ce qu'ils habitent, quel est leur code postal, quelles sont leurs motivations d'apprendre, quel est leur parcours, est-ce qu'ils veulent être en conversion, est-ce qu'ils sont intéressés par la cuisine, par autre chose, etc. Vous imaginez la valeur que ça peut avoir en termes d'offres pour la SPA ou pour d'autres. Ça aussi, ça vaut un certain nombre d'euros. Donc, allez, tu as 2 minutes, pour nous parler de la suite. Donc 2 minutes, donc en 2 minutes, juste 3 points sur la conclusion, après j'irai. Donc manager avec agilité, c'est important d'être aligné stratégiquement, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est important aussi d'être flexible sur le chemin, c'est-à-dire, voilà, c'est pas une longue ligne droite, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, quelque part. Hein. Donc il faut savoir conjuguer à la fois la rigueur dans la gestion, dans l'organisation, dans la planification, dans le suivi, mais aussi l'agilité pour faire face aux imprévus, il y en a un certain nombre sur la route. Il faut viser l'innovation par la perfection, c'est-à-dire, effectivement, si vous attendez que votre MOOC soit parfait, etc., vous ne l'ouvrirez jamais. Il faut, deuxièmement, ensuite, pour moi, il faut innover avec tous. Donc c'est un gros travail de construire un projet de ce type-là, mais
Finalement, c'est quand même un travail d'équipe, hein, vous n'êtes pas seul. Donc il faut bien choisir son équipe, bien la construire, et surtout après la bichonner, et puis la manager finalement en repérant les leaders, les ambassadeurs en région, sur le terrain. Et aussi, j'en ai parlé, la force, l'intelligence de la communauté, il faut absolument s'appuyer dessus. Et surtout là, quand on va jouer la version 2, la saison 2, on va s'appuyer encore plus sur les, mettons, même s'il n'y en a que 5 à 10 000 vraiment qui sont hyper motivés, qui ont tout fait, et qui ont eu le diplôme, voilà, c'est des gens qui peuvent nous apporter, nous aider à faire encore mieux la prochaine fois. Et enfin, il faut innover pour tous, c'est-à-dire conjuguer finalement la cible professionnelle et grand public, ça peut paraître un défi en soi. Et finalement, c'est quand même une finalité si vous voulez faire, si vous visez l'utilité sociale. Donc voilà. Donc pour la suite, c'est à l'automne 2016, la saison 2, c'est-à-dire qu'on rejoue le même MOOC pour attirer encore plus de gens ou pour donner une deuxième chance à ceux qui n'ont pas eu le temps de faire la totalité parce qu'ils se sont inscrits un peu en cours de route. Ils n'ont pas eu connaissance du MOOC assez tôt pour pouvoir faire la totalité dans le temps imparti. Et on va prolonger ça par 3 semaines complémentaires qui seront exclusivement sur la pâtisserie, vu que c'est le thème qui intéresse le plus nos mookers. Et donc, merci, on pourrait découvrir, Loïc, apprendre à faire des macarons, des bûches de Noël, etc. Et on a d'autres projets de MOOC sur d'autres sujets, d'autres thèmes dont je ne peux pas parler aujourd'hui ici. Voilà. Alors, on va être obligé d'arrêter là le travail. Comme d'habitude, vous avez un lien en haut sur l'évaluation de ce que l'on vient de faire. Je crois qu'on aurait pu parler pendant longtemps encore de ce que l'AFPA a réussi dans cette superbe initiative. Je vous recommande de cliquer sur ce lien en haut sur l'évaluation de cette webconf. Et puis on reste bien sûr à votre disposition pour revenir avec vous et retravailler sur ces sujets-là. Je ne suis pas sûr qu'on ait pris toutes les questions et donc Loïc publie dans SlideShare les slides que vous avez vus. Voilà, bonne fin de journée à tous